La date d'aujourd'hui est importante, et la raison pour laquelle elle l'est, c'est que hier, à Davos, en Suisse, le Fonds monétaire international a déclaré que l'économie mondiale fait face au pire vent contraire depuis la Seconde Guerre mondiale, les pires. Et c'est pourquoi ça pourrait être une mauvaise nouvelle. Mais selon la façon dont on voit les choses, ça pourrait être une très bonne nouvelle. C'est l'environnement macroéconomique le plus intense que j'ai jamais vu, et je pense que la plupart des gens se trompent probablement dans leur analyse. Pour l'instant, je vais vous emmener dans une leçon d'histoire, et nous arriverons à aujourd'hui. C'est exactement pourquoi je suis inquiet. Alors, pourquoi la Seconde Guerre mondiale? La Seconde Guerre mondiale était fascinante. Parce que, comme avec le Covid, le monde entier était soit confiné chez soi, soit sur les champs de bataille. Tout le monde est revenu. Il n'y avait plus d'approvisionnement en marchandises et en matières premières. Les chaînes d'approvisionnement mondiales étaient brisées et tout le monde a recommencé à consommer. Et devinez quoi? L'inflation a grimpé à 13% ou quelque chose comme ça, peut-être même plus. Et c'était fascinant car les taux d'intérêt ont augmenté. La première chose qui s'est passée, c'est que l'économie est repartie directement en récession et l'inflation est devenue négative car il y a eu un resserrement massif des conditions monétaires. Vous augmentez le coût des biens pour les gens et vous n'augmentez pas leur salaire suffisamment. Les gens ne pouvaient pas obtenir les biens qu'ils voulaient, exactement comme maintenant, et tout s'est effondré. Donc, nous sommes repartis en récession, puis finalement, des temps meilleurs sont arrivés. Je reviendrai sur les années 1940 et 1950, car je pense que c'est un parallèle très important que la plupart des gens comprennent mal. La prochaine fois qu'on a vu quelque chose de vaguement similaire, c'était en 1974. Beaucoup de gens vous disent que c'est encore les années 70, l'inflation. Eh bien, l'épisode d'inflation que nous avons eu à la fin des années 70 était dû à la démographie. C'était l'arrivée massive des baby-boomers sur le marché du travail, tous en même temps. C'était le plus grand choc de demande que le monde ait jamais vu. Et nous avions un choc d'offres avec la crise pétrolière, l'embargo pétrolier arabe, ça ne se répète pas maintenant. Ce qui est en réalité plus similaire, c'est 1974. 1974, c'était l'embargo pétrolier arabe. Le prix du pétrole a triplé et les taux d'intérêt ont grimpé. L'inflation a explosé et l'effet immédiat a été que l'économie a plongé. C'était presque direct, sans passer par la case départ. La bourse a chuté de 50% et l'enquête ISM de l'Institut de gestion de l'approvisionnement, qui est un bon indicateur du cycle économique. Chaque fois qu'elle passe sous 50, ça suggère que l'économie faiblit. Une récession se déclenche lorsqu'elle arrive autour de 47. Elle a atteint 30, le plus bas de toute l'histoire, et ça s'est produit en l'espace de 4 mois, avec exactement le même type de configuration qu'aujourd'hui. Vous dites que les années 70 et maintenant sont assez proches. Oui, et l'inflation a chuté en 1974. Ensuite, les gens pensaient encore que l'inflation durerait éternellement. Ce ne fut pas le cas. Et ce ne fut pas le cas non plus dans les années 1940. Ensuite, le suivant, c'est 1984. Nous avons vu un problème où le commerce mondial, il y avait énormément de disputes commerciales. Le dollar était assez fort comme maintenant, les taux d'intérêt augmentaient, l'inflation était élevée, et tout le monde regardait en arrière en disant « Oh, nous ne voulons pas revivre le début des années 80, la fin des années 70. » Donc, Volcker resserrait trop les taux et l'économie s'est effondrée. Elle n'est pas entrée en récession car la Réserve fédérale a rapidement commencé à baisser les taux. Mais le dollar a beaucoup grimpé, ce qui a créé encore plus de problèmes jusqu'à ce qu'on arrive à l'accord de Plaza en 1985, quand tout le monde a dû arrêter la hausse du dollar qui détruisait l'économie mondiale. Ensuite, la prochaine fois que nous avons vu quelque chose de similaire, c'était en 2008. Si vous vous souvenez, le prix du pétrole était à 147 $. L'inflation était à 6%. La Réserve fédérale avait baissé les taux à ce moment-là, car l'économie s'effondrait. En 2018, nous avons exactement vécu la même chose. Les prix du pétrole élevés, l'inflation élevée, la Fed augmentait les taux, essayant de resserrer son bilan. Ce qui s'est passé, c'est que l'économie a chuté très rapidement, encore une fois. Ok, alors que se passe-t-il ici? Pourquoi ce phénomène se répète-t-il? Tout le monde extrapole l'inflation à l'infini. Ce qui se passe en réalité, c'est que la consommation chute, car nous avons resserré les conditions monétaires. Resserrer les conditions monétaires, pour les gens ordinaires, ça signifie que le coût de votre prêt hypothécaire a augmenté à un rythme jamais vu dans l'histoire sur une année. Les taux hypothécaires n'ont jamais augmenté aussi vite, donc tout ce que vous avez emprunté est soudainement devenu beaucoup plus cher. Vos salaires n'ont pas suivi le coût des services de base, comme la nourriture, donc vous vous sentez plus pauvre, vous ne pouvez pas consommer autant.
et vous commencez à ne plus consommer d'autres choses. Les gens se sont surendettés pour l'immobilier car ils se sont précipités sur l'immobilier et les taux ont grimpé pour eux. Aussi, la hausse des choses comme le coût du pétrole a occasionné, bien entendu, la hausse des prix de l'essence et également la hausse du dollar qui résulte d'un resserrement monétaire. Tout cela ensemble suggère que l'ISM va redescendre à 30 comme en 1974, ce qui est une chute terrifiante. Et ça suggère que si nous ne faisons pas attention, nous pourrions avoir une récession très brutale et désagréable, ce qui signifie une récession avec un produit intérieur brut négatif de 5%. Elle pourrait être courte selon ce que fait la Fed et nous y reviendrons dans un instant. Donc, nous avons la configuration que nous avons vue plusieurs fois dans le passé. Nous avons les indicateurs prospectifs, ce resserrement monétaire qui suggère que nous allons avoir de vraies douleurs à venir. Ensuite, les preuves anecdotiques. Nous voyons toutes les entreprises technologiques qui étaient intouchables, licencier du personnel et émettre des avertissements sur leurs résultats car personne ne peut augmenter les prix suffisamment. Donc, leur marge chute et les gens se sont trop endettés. Amazon a dit « Nous avons embauché trop de monde et c'est l'un des plus gros employeurs aux États-Unis. » Ok, ce n'est pas bon. Mais la réponse à des prix plus élevés, ce sont des prix plus élevés. Et c'est ce qui s'est passé. Et tout le monde regarde autour de soi en disant « Eh bien, qu'est-ce qui va craquer quand ce genre de choses arrive? Le marché chute? Quelque chose va craquer. » Vous savez, on se demande quelle banque est-ce? Quel fonds spéculatif est-ce? La vraie réponse, c'est l'économie. L'économie vient de craquer et la Fed va devoir pivoter. Les conditions monétaires que nous avons imposées aux entreprises et aux gens représentent le plus grand resserrement de toute l'histoire. Nous avons aussi la Chine qui ralentit très vite à cause des confinements, mais aussi parce qu'ils sont en récession. Et l'Europe avec une guerre et la nécessité de gérer cette transition énergétique. Donc, nous n'avons aucun moteur de croissance mondiale ici. Maintenant, la question est, jusqu'où cela va-t-il aller? Parlons de quelques scénarios. Quand les gens utilisent le mot « récession », ça signifie 2 trimestres consécutifs de croissance négative. C'est la définition technique d'une récession. Pour vous et moi, je pense que ça signifie une perte d'emploi et une perte de votre patrimoine, car c'est la chute des prix des actifs qui accompagne la récession. Quelle est la possibilité de glisser vers une dépression? Une dépression, je dirais, est beaucoup plus longue, plus prolongée. Je ne pense pas que ça puisse arriver maintenant. Je ne dis pas ça avec certitude, je ne le fais jamais, je parle en termes de probabilité. La raison, c'est qu'il y a une arme magique qui est le bilan de la Fed. Le bilan de la Fed masque toutes les mauvaises choses car ce qu'il fait, c'est que lorsqu'ils impriment de l'argent, ça réduit le pouvoir d'achat du dollar. Et la plupart des banques centrales font la même chose en même temps. Et les gens pensent toujours que ça va mener à l'inflation. Ça mène à quelque chose de beaucoup plus pernicieux et malveillant, qui est ça la dévaluation de la monnaie. Et ce que ça fait, comment ça se manifeste, c'est que tous ces actifs rares, les actions, l'immobilier, l'or, les cryptos, montent beaucoup. Mais tout ce qu'ils font, c'est refléter la dévaluation de la monnaie fiat elle-même. Donc, ça peut tout changer optiquement, car soudain tous ces actifs montent, tout le monde se sent bien et ça change le résultat. Les gens sont toujours globalement plus pauvres, mais c'est un tour de passe-passe. Et je pense que ce tour va être joué à nouveau très bientôt. Cette fois, je pense que le tour sera joué d'une manière différente, avec l'autre génie sorti de la lampe, en 2020 que les Européens font maintenant. Certains États aux États-Unis le font, le Japon le fait, l'Inde le fait, ce sont les paiements directs aux individus. Quand je vous ai entendu parler de ça, Raoul, j'ai pensé que vous étiez passé du côté obscur, mec. La théorie monétaire moderne, le revenu de base universel et tout ça, ce qui pour moi est un marxiste, mais vous regardez aussi du côté humanitaire. Peu importe nos opinions politiques ou économiques, c'est ce qui va arriver. Donc, nous devons juger ça avec cet objectif, pas comme nous aimerions que ce soit, mais ce que ça sera, quelles sont les probabilités. Regardez les espaces de bureaux vides car les gens ne retournent pas au travail. Je veux dire, ce n'est pas une récession ordinaire. Vous savez, Apple dit qu'ils ne vont pas retourner au travail. Vous savez, les immeubles de bureaux sont vides. Et vous savez, l'immobilier résidentiel, ça dépend des emplois. Vous savez ce que je veux dire? Si vous dites qu'une récession signifie une perte d'emploi et qu'Amazon licencie, que se passe-t-il pour l'immobilier là où ils ont un bureau Amazon? C'est un effet d'entraînement. C'est pourquoi je dis que c'était l'une des plus grandes annonces que j'ai jamais entendues, que le FMI dise que le monde fait face à l'un des plus grands défis économiques depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais une chose qu'il a mentionnée, c'est la dévaluation de la monnaie. Voici un penny, c'est du cuivre. Et en 1964, je regardais les quarters et les dîmes.
Pareil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même couleur. Donc, en 1964, les dîmes, les quarters et les half-dollars sont devenus du cuivre. Et c'est de ça que vous parliez, la dévaluation. Et je pense que nous payons le prix pour ça, car je suis vraiment content que vous ayez commencé avec l'histoire, car la macroéconomie, c'est de l'histoire. Il faut regarder en arrière, dans le temps, et chaque fois que les gens ont fait ça, d'abord les Chinois, ils ont imprimé du papier-monnaie, et l'Empire chinois s'est effondré. Et puis, quand les Romains ont fait la même chose, dévaluer la monnaie, l'Empire romain s'est effondré. Nous assistons à la fin de l'Empire américain, je pense que ça va arriver à une vitesse choquante. Donc, en 1974, nous sommes passés de tout va bien à la pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale. En 4 mois, je pense que ça va ressembler à ça, à cause de la vitesse du resserrement monétaire, de la vitesse de la hausse des prix. Donc, je pense que nous allons avoir quelques mois très moches, à la fois économiquement et pour les marchés. La question est, que se passe-t-il ensuite? Et c'est le point clé, si mon scénario de base se réalise, ce qui est le pivot de la Fed. Et après ça, ils diront, eh bien, nous allons voir, et nous verrons l'économie commencer à s'effondrer, et ils commenceront à penser, eh bien, nous n'allons pas faire de resserrement quantitatif maintenant non plus. Donc, ils ne vont pas commencer à réduire le bilan de la Fed. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, nous parlerons de baisse de taux. Mais nous n'avons pas beaucoup de taux à baisser. Vous savez, les taux sont presque à zéro. Donc, la seule issue, c'est qu'ils vont devoir imprimer de l'argent. Les marchés du crédit commencent déjà à se tarir. C'est généralement un indicateur que le marché immobilier ralentit. Imprimer de l'argent, c'est ça. Voici une pièce en argent. Vous avez une pièce en cuivre qui ressemble à de l'argent, non? Et en gros, ça s'appelle dévaluer la monnaie, ce que les Romains et les Chinois ont déjà fait. Oui, car n'oubliez pas, la dévaluation de la monnaie fonctionne de manière simple. Si vous avez vraiment soif et que j'ai une bouteille d'eau, vous paierez n'importe quoi pour l'avoir. Si vous avez vraiment soif et que j'ai 5 bouteilles d'eau, vous vous dites « Ouais, j'ai probablement besoin d'eau, je vais toutes les acheter, mais à un prix plus bas. » Si je dis « Voici 1 million de bouteilles d'eau », vous n'en voulez aucune, car il y a trop d'eau maintenant, elle n'a plus de rareté. Donc, si vous faites de la trop de quelque chose, ça devient moins précieux. Donc, si Da Vinci avait créé 50 millions d'œuvres d'art, devinez quoi, elles ne vaudraient rien. Et donc, c'est ce concept. Et ce que ça fait, c'est que si quelque chose est dévalué par rapport à autre chose, donc nous ne créons pas plus d'actions dans le S&P. En fait, nous les rachetons en réduisant leur nombre, donc le S&P monte. L'immobilier, oui, il y a des périodes où nous essayons de créer de nouveaux biens immobiliers, mais en général, les prix immobiliers montent par rapport au bilan de la Fed, car c'est un actif relativement rare. Pareil pour l'or, pareil pour les cryptos, donc c'est le phénomène, ça dépend de la vitesse à laquelle il déploie le bilan, car cette magie profonde du bilan change optiquement les marchés. Et si les marchés montent, alors la valeur nette des ménages se stabilise, les dépenses reviennent, les entreprises arrêtent de licencier. Donc, c'est en fait un tour de magie. Vous savez cette phrase sur le mur, le taureau monte les escaliers, l'ours saute par la fenêtre, l'ours est sur le point de sauter par la fenêtre. La question est, quand est-ce que le taureau recommence à grimper? Non. Et soit nous traversons un scénario comme en 2000, qui était une récession classique à l'ancienne, où les marchés boursiers ont corrigé les excès, le marché baissier, ça a duré 18 mois environ, et puis la Fed continue de baisser les taux, et finalement, ça se stabilise. Mais si nous regardons 2008, qui était la récession suivante, dès que la Fed a utilisé son bilan, ça s'est pratiquement arrêté net, assez rapidement. Après qu'ils l'ont fait, ils ont d'abord baissé les taux, ça n'a pas vraiment aidé, car les banques, elles s'étaient figées. Ensuite, ils ont utilisé le bilan, puis ils l'ont refait en 2010, 2012, 2016, et puis 2018, c'était le pivot de Powell, où ils sont passés de la hausse à « Oh mon Dieu, il faut baisser ». Trump a crié sur le gars. Il a dit « Arrête ça, tu détruis mon économie ». C'est vrai. Donc, l'inflation avait grimpé, Powell disait « Eh bien, je dois faire ça, mais l'économie ne peut pas supporter des taux plus élevés, car tout le monde est tellement endetté et tout le monde est tellement vieux. C'est le problème. » Donc, nous y sommes, nous avons des employeurs qui ne retournent pas au travail. Donc, tous ces CRIT ou ces fiducies de placement immobilier, ils possèdent tous ces immeubles de bureaux et puis jamais la Fed. Je pense qu'il y a maintenant 30 trillions de dollars de dettes, avec 200 trillions hors bilan, et ils continuent de baisser les taux et tout ça. Mais ma question est, peuvent-ils continuer à faire la même chose? Vu les conditions, ça va nous ramener aux années 1940 en une seconde. Mais vous allez être détruits à cause des problèmes
problème de chaîne d'approvisionnement et vos salaires ne suivront pas. Donc nous allons détruire la valeur nette des ménages et tout est endetté. Donc tous les emprunts sur les maisons, tous les emprunts sur les actions et tous les emprunts sur les emprunts et vous allez laisser la garantie chuter et faire exploser tout le système. Mais n'est-ce pas ce qu'ils font quand ils disent bien qu'ils vont rembourser la dette étudiante? C'est le pardon de la dette, c'est de la théorie monétaire moderne, non? Ce qui arrive, que nous le voulions ou non. Ce qu'ils essaient de faire, c'est de réduire la dette via la répression financière, ce qui signifie que vous avez une inflation légèrement plus élevée. Donc vous avez ces taux d'intérêt. Donc, ce que vous voulez, c'est réduire la valeur réelle de la dette. Donc, si vous pensez à vos parents, combien ils ont payé pour une maison et l'hypothèque qu'ils avaient, l'hypothèque semble risible. C'est parce que, avec le temps, l'inflation a augmenté la valeur de la maison et la dette n'a pas été augmentée. Donc, à la fin, la dette ne représente rien. Donc, la manière dont ça fonctionne, c'est que cette monnaie rend l'argent moins précieux. Correct. Ça rend la dette moins précieuse, non? Donc, c'est OK si vous êtes endetté, mais si vous prêtez de l'argent, ça devient compliqué. Mais le point, c'est que vous avez soit un stimulus fiscal, disons la vision républicaine, nous aurons un stimulus fiscal, nous réduirons les impôts et nous mettrons un peu de dépenses. Et ce qui se passe, c'est que ça ne va pas aux gens qui sont les plus mal lotis. Ça crée ce problème de 1% contre 99% que tout le monde voit et que personne ne sait comment résoudre. Le problème, c'est en réalité le bilan, car tous les actifs chers continuent de monter, car ils continuent d'imprimer de l'argent. Les riches deviennent plus riches. Mais faire ce stimulus fiscal généralisé est difficile, car les riches deviennent encore plus riches. Donc, je pense que les gens se sont dit, eh bien, peut-être qu'on devrait essayer de donner directement aux gens qui sont les plus touchés. Ok, ce sont les deux choix, ou vous ne faites rien, ce qui est de trop tard, car il y a trop de dettes, donc vous ne pouvez plus laisser le système se purger. L'ancienne méthode aurait été de laisser le système se purger. Tout va bien, vous avez une récession. Tout le monde arrête d'emprunter autant d'argent. Le monde représente 400% du PIB en dette. Le monde n'a jamais été aussi endetté dans toute l'histoire économique. Revenons maintenant aux années 1940 et voyons à quel point c'était grave à l'époque. C'était une configuration très similaire. Les pires problèmes de chaîne d'approvisionnement, une inflation massive, tout le monde qui revenait, et ce qui s'est passé, c'est que l'économie s'est effondrée. Puis les taux d'intérêt ont baissé et ils se sont stabilisés. Et ils se sont stabilisés parce que la Fed les a stabilisés et l'inflation était légèrement élevée à 3% et les rendements des obligations étaient d'environ 2%. Donc, les taux réels, ce qui signifie que vous, sur le marché immobilier, allez gagner beaucoup d'argent. Donc, des taux réels négatifs deviennent très bons pour les actifs. Et ce qui s'est passé dans les années 1940 et 1950, c'était un boom économique massif. Ce que nous avons réellement obtenu, c'est l'érosion de la valeur de la dette de guerre à cause de cette répression financière. Nous avions la valeur des actifs comme l'immobilier. Le marché boursier a grimpé de 900% sur cette période. Il y avait beaucoup de stimulus fiscal car il fallait reconstruire après la guerre et les entreprises construisaient des usines. Donc, si vous pensez à maintenant, les entreprises vont reconstruire des usines aux États-Unis ou en Europe et non en Chine. Donc, ça va apporter un peu de stimulus. Oui, les emplois ne sont pas là. Ce sont des robots dans les usines, mais c'est quand même un stimulus pour l'économie. Le gouvernement fera un peu de stimulus. Comme nous en avons parlé, les taux d'intérêt resteront relativement bas, l'inflation restera contrôlable mais un peu plus élevée qu'elle ne l'a été. Et ce que ça déclenche, c'est une période de stabilité et de boom, car il y a tellement de technologies. Et vous savez, il se passe beaucoup de grandes choses dans le monde qui pourraient l'être. Donc, ce serait mon scénario optimiste, et je pense que c'est toujours ma probabilité la plus élevée que nous traversions ça d'une manière que nous n'attendons pas, car on a l'impression que c'est la fin du monde. Imaginez ce que ça devait être en 1948. Tout ce que vous pouvez voir, c'est la fin du monde. Et puis vous avez cette inflation massive. Vous pensez que c'est la pire chose qui puisse arriver. Ce qui en est sorti, c'était quelque chose de très différent. C'était l'essor de la technologie. C'était l'essor des États-Unis comme superpuissance. C'était la reconstruction de l'Europe, l'essor du Japon. C'était incroyable. L'accord de Bretton Woods où le dollar est devenu la monnaie de réserve mondiale. Et toutes ces choses vraiment positives sont arrivées pour l'Amérique. C'est le même moment
moment, toutes ces choses ont été construites à ce moment-là, de la Convention de Genève au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, à l'ONU, tout est arrivé à ce moment-là, exactement à la même époque. Est-ce à ça qu'ils font allusion? Mais le grand reset, tout va changer à nouveau. Ouais, c'est la 4e révolution et c'est là où nous sommes. Et ça pourrait être l'événement final de la 4e révolution. Ça pourrait être juste une autre phase pour pousser vers ça. 2020, et peut-être que maintenant, ça continue de pousser le monde dans la direction que nous savons tous qu'il doit prendre, c'est que nous devons arrêter ce que nous faisons et changer ce que nous faisons. Je dis toujours que le marché obligataire est la vérité. Le marché obligataire, le rôle des participants au marché obligataire, c'est seulement deux choses. Quel est le futur taux d'inflation et quelle est la croissance économique maintenant, alors que le marché boursier, c'est les bénéfices, les émotions et tout ça. Le marché obligataire, c'est simplement deux choses. Donc, ils ont généralement raison, et c'est un changement structurel dans l'économie mondiale. Si nous avons raison ici, et que vous avez du cash, et que nous allons voir cette grande chute, et ça signifie probablement que l'économie et les prix des actifs, il y a certaines choses, ça va préparer ce que nous cherchons si vous voulez générer de la richesse. C'est le moment de se lancer. Ouais, c'est le meilleur moment. La macroéconomie, c'est à travers l'histoire, et vous savez, la chute des empires et tout ça. Je pense que nous sommes en train de chuter en ce moment. Vous savez, c'est un énorme problème. Tous les cycles passent par des hauts. C'est à peu près l'âge d'un être humain, 20 ans, 20 ans, 20 ans. Vous savez, on a dit ça aussi, et ça mûrit, et tout change. La 4e révolution est toujours marquée par un leadership faible, mais ceux qui se font écraser, ce sont ceux qui opèrent avec les idées d'hier. Nous avons parlé de comment les marchés haussiers font passer les gens stupides pour des gens intelligents. Vous savez, vous pouvez être vraiment stupide, mettre votre argent sur Apple et devenir vraiment riche ou sur Bitcoin et oh mon Dieu, je suis riche. Je suis intelligent. Et puis le marché baissier montre à quel point vous êtes stupide. Et c'est pourquoi ce que dit Raoul va arriver vite. Tous les gens stupides qui pensent qu'ils sont intelligents vont découvrir à quel point ils sont stupides. Et ça va être une période très intéressante. Et quand le crack arrive, il arrive si vite que vous ne savez pas ce qui vous frappe. Je pense que le message le plus important de la leçon d'aujourd'hui, c'est que le taureau monte les escaliers depuis un moment maintenant. Il est sur le point de sauter par la fenêtre. Donc c'est ce que, à Davos, en Suisse, quand le FMI dit que nous allons faire face aux plus grands vents contraires économiques. Et voilà, je n'arrive pas à y croire. Quel cadeau! D'où pensez-vous que j'emprunte mon argent? De la banque? Du Japon. Ok, les Japonais sont des gens stupides, ils épargnent. De l'argent, non? Je suis américain. J'utilise la dette, j'emprunte leurs économies. Les Japonais croient en l'épargne. Ce sont de bonnes personnes, mais pas très intelligentes, financièrement. Ensuite, j'ai retiré le dollar de l'étalon or. Ça, c'est devenu faux. Mais l'économie a explosé, l'immobilier a explosé, parce qu'ils imprimaient ça aussi vite qu'ils voulaient. À chaque fois que l'Amérique avait des problèmes, ils imprimaient ça. Pouvez-vous expliquer brièvement ce qui se passe quand le gouvernement imprime beaucoup d'argent? Eh bien, il y a de l'inflation. Donc, si vous lisez Père riche, Père pauvre, j'ai dit que je ne travaille pas pour l'argent, je travaille pour l'or et l'argent, je n'épargne pas de dollars. Ok. J'utilise la dette pour acheter de l'immobilier, je ne paie pas d'impôts légalement et j'épargne de l'or et de l'argent. Tant de gens passent leur temps à se concentrer ici. Ils veulent gagner beaucoup d'argent, ils disent « Oh, je veux une carrière, je vais lancer ma propre entreprise » et voici le graphique. C'est le quadrant du cash flow, livre numéro 2. E, c'est employé, S, c'est petite entreprise, indépendant ou spécialiste, comme un médecin ou un avocat. B, c'est grande entreprise, 500 employés ou plus, et I, c'est investisseur professionnel. Quand j'avais votre âge, je savais que je voulais arriver ici. C'est le plus dur. Vous savez, c'est là où sont les mégabucks et l'argent est énorme. Mais ça prend du temps pour y arriver. La grosse erreur que je vois les jeunes faire, c'est qu'ils se concentrent ici. Et les mots sont « je veux faire ce que j'aime ». Vous voyez, dans la vraie vie, parfois, vous devez faire ce que vous détestez. Les gens pensent que j'aime écrire des livres, je déteste écrire des livres, mais ça remplit mon objectif dans la vie. Ce n'est pas ma passion, mon objectif dans la vie, car mon objectif était d'arriver ici.